J'ai essayé de faire quelque chose de très vivant et de très imagé. Et j'espère, vous me direz à la fin, que si j'ai réussi à vous faire quelque chose, de finalement très agréable et de pas du tout austère. Je vous propose un plan assez simple. Je vais d'abord vous parler du Collège de France. Et personnellement, avant de m'intéresser au sujet, je ne savais pas bien ce qu'était le Collège de France, à quoi ça correspondait, pourquoi il existait, depuis quand il existait, puis pourquoi il y avait un Collège de France qui était différent de l'université. Voilà, je ne savais pas bien. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant, puisque le Collège de France, aujourd'hui, a exactement les mêmes fonctions qu'il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles. On va en reparler. Bien entendu, Claude Bernard a passé la plus grande de sa vie au Collège de France. Et donc, je vous parlerai de la chaire de médecine du Collège de France. Il faut savoir qu'il a été créé, en gros, par 3 personnes. François Ier, sa sœur, Marguerite de Navarre, qui, vous le savez, était une femme de lettres, qui a écrit l'Heptaméron, et qui était vraiment une intellectuelle, on peut dire, de l'époque. Et puis Guillaume Budet. Alors Guillaume Budet, c'est un nom qui vous parle un peu, parce qu'aujourd'hui, il existe l'association Guillaume Budet, dont je fais partie aussi sur Lyon. Et Guillaume Budet, on va en reparler, c'est un humaniste de la Renaissance qui, lui, était l'intellectuel. Bon, l'intellectuel, ce n'était pas François Ier, hein, bien sûr, mais François Ier, lui, il avait la décision de faire un établissement tout à fait spécial. Donc, il a été créé entre 1517 et 1547, donc vous voyez que c'est pas récent. Il s'est appelé, bien sûr, le Collège Royal, ça va sans dire. Sous l'Empire, il est devenu le Collège Impérial. Et puis, après la guerre de 70 et la chute de l'Empire, il est devenu le Collège de France tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, le collège est organisé en chaires, et au tout début, vers 1530, quand les chaires ont commencé, il y avait 6 chaires, simplement 6 chaires. Et ce qui est très curieux de savoir, j'ai été étonné. Alors, il y avait 2 chaires de grec, ce qui n'est pas étonnant, puisque Guillaume Budet était un helléniste, une chaire de mathématiques, et 3 chaires d'hébreu. C'est assez intéressant. Et cette année, dans l'association Guillaume Budet Lyon, il y a des cours d'hébreu biblique. C'est une nouveauté. Donc, vous voyez, on revient un petit peu au début. En 1600, il y a eu 20 chaires, et puis on arrive à peu près, de nos jours, à 52 chaires, sachant que le nombre n'est pas fixe, puisqu'il y a des chaires qui sont parfois qui s'arrêtent, d'autres, des nouvelles qui sont ouvertes. On va voir comment. Le collège donc est organisé en chaires. Au début, on les appelait pas des professeurs en chaires, on les appelait des lecteurs royaux. L'enseignement est libre, les professeurs peuvent enseigner ce qu'ils veulent. Il n'est pas exigé de grade universitaire. Si vous êtes le meilleur sur un sujet extrêmement pointu, vous pouvez candidater pour exposer un enseignement sur ce sujet. Et en revanche, ce doit être des sujets originaux. Et le professeur est nommé ensuite, aujourd'hui par exemple, il est nommé par évidemment l'ensemble des professeurs, qui le proposent au président de la République, qui valide en général. Pour vous donner une idée, on compte parmi les professeurs du Collège de France 10 prix Nobel à ce jour. Alors là, c'est une image du Collège de France sous Henri IV, donc c'est un petit peu après. Puisque Marguerite de Navarre était la grand-mère d'Henri IV. Et on voit les locaux. Et là, alors c'est que la partie qui se trouve aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, avec la cour d'honneur que vous voyez devant. Et aujourd'hui, si vous allez au Collège de France, vous allez voir, vous rentrez par ici, petite porte qui est là, et puis là vous avez le secrétariat, la réception. Ici en face, vous avez les bibliothèques. Et puis au milieu, vous avez, ce qui n'était pas à l'époque, la statue de Champollion. Et puis je vais vous montrer ensuite cette partie-là qui n'existait pas encore apparemment, ou tout au moins on ne la voit pas, qui est une cour intérieure où
vous allez voir la statue de Guillaume Budet. Voilà, Guillaume Budet, qui était un humaniste de la Renaissance, c'était un helléniste. C'est lui qui a milité pour la création du collège. Et il voulait que les langues anciennes, le latin, le grec et l'hébreu soient enseignés. Alors le latin, vous avez vu tout de suite, il n'y avait pas de chair, parce que en fait tout le monde apprenait le latin, enfin tout le monde, tous les gens d'un certain niveau connaissaient, parlaient le latin, sinon on ne pouvait rien faire. Donc 1530, c'est le père du collège des lecteurs royaux. Les lecteurs royaux, c'était les professeurs en chaire. Vas-y. Alors, pourquoi créer un collège intellectuel, on va dire, alors qu'il existait déjà l'université? Eh bien justement, c'était pour se différencier de l'université et pour créer un enseignement différent. L'université était considérée comme quelque chose de très figé, une tradition scolastique rigide et conservatrice, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple en médecine, à l'université, on apprenait la médecine antique, les théories de Galien, les théories d'Hippocrate au XVIe siècle, c'est ça qu'on enseignait. Donc il ne s'agissait pas d'aller essayer de faire des innovations, c'était la médecine ancienne. Eh bien, le Collège de France a été créé justement pour s'intéresser à tout ce qui ne se faisait pas à l'université, qui était trop rigide. Selon le mot de Pierre Corval, le but c'était d'enseigner la recherche en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des laboratoires, il y avait à la fois de l'enseignement bien sûr, mais c'était tout ce qu'il y avait le plus nouveau, le plus novateur. Et vous voyez la formule de l'académie, pas l'académie, du Collège de France, c'est docet omnia, c'est-à-dire il enseigne tout. Docet, vous avez compris, hein? Doceo, doces, docere, doqui, doctum, enseigner. Bah, je fais du latin depuis 3 ans. Alors, voilà. Donc, ce n'est ni une université, ni une grande école. Il ne délivre aucun diplôme. L'enseignement est libre, gratuit. Vous pouvez tous assister aux conférences du Collège de France. Pas besoin de s'inscrire, pas besoin de payer, c'est gratuit. Les cours sont évidemment de très haut niveau. Hein, il faut déjà avoir quand même un petit peu une connaissance des sujets si vous allez assister aux cours de paléontologie, préhistoire. Bon, il faut déjà quand même être à un très bon niveau. Le professeur a la liberté complète de son choix. Il a une obligation, c'est de faire 6 heures de cours. Alors j'avais eu l'occasion autrefois d'en discuter avec Yves Coppens, vous vous rappelez Yves Coppens, et il racontait que il disait ben, j'ai 6 heures de cours. Alors je lui disais mais 6 heures par semaine? Bah non. 6 heures par mois? Non. 6 heures par an. 6 heures par an. Donc voilà, c'était ça. Mais en revanche, d'une année sur l'autre, ça ne doit jamais être les mêmes cours. Donc chaque année, c'est nouveau. En fait. Aujourd'hui, c'est une dizaine d'heures, plus un séminaire. Voilà. Vas-y. Alors, la chaire de médecine. La chaire de médecine, elle est apparue, comme vous le voyez, vers 1540. En fait, de 1542 à 1547, il y a eu le premier lecteur royal en médecine, qui était Guido Guidi. C'était un Italien. Comme par hasard, vous allez voir que c'était le premier médecin de François Ier, donc hein, vous avez trouvé, il a vite été placé au Collège de France. Il était un peu pistonné, il faut le dire, mais c'était quand même quelqu'un d'important. Il a écrit, comme vous le voyez, une chirurgia assez importante. Et pour Rémi Colère, j'ai mis cette gravure qui montre un traitement orthopédique, si je puis dire, puisque je parle sous ton contrôle, mais il me semble que c'est une réduction de luxation de bras, enfin d'épaule. Voilà. Donc vous voyez des belles gravures, ça date à peu près de l'époque de Vézal, hein. On est en 1544. L'édition originale du Vézal, c'est 1542, donc on est 1543, pardon. Donc on est bien. Alors, je ne vais pas vous citer tous les lecteurs royaux devenus ensuite professeurs de la chaire de médecine. Je vais en citer quelques-uns qui sont assez connus, peut-être que les noms vont vous parler, comme Jean Rioland et Guy Patin, qui sont deux médecins
important du XVIIe siècle. Nicolas Andry, je l'ai mis aussi pour Rémi Colère, puisque c'est celui qui a créé le terme orthopédie, même si son livre parle assez peu de véritable orthopédie, mais enfin, il a créé le terme. Nicolas Andry, Jean Astruc, Corvisart, c'est un nom bien connu, c'était un des pionniers de la cardiologie. Laennec, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire qui était Laennec, tout le monde le sait, hein, l'inventeur du stéthoscope et surtout qui a beaucoup travaillé sur la tuberculose pulmonaire. Joseph Récamier, né dans l'Ain, pas très loin d'ici, et qui était de la famille d'ailleurs de Juliette, et qui a inventé un spéculum et puis qui a travaillé sur le traitement des cancers du sein, par exemple, au 19e. Alors, je vais vous parler un tout petit peu plus du prédécesseur de Claude Bernard, qui était François Magendie. Alors, François Magendie n'est pas très connu du grand public, il est oublié. Je vous ai mis la très belle photo d'un portrait qui se trouve au Collège de France, dans une grande salle. Et là, c'est Magendie jeune, donc il est très beau. Je ne vous ai pas mis des gravures quand il est plus âgé, ça s'est bien dégradé. Hein. Là, il est très très beau. Il vaut mieux garder, mais enfin bon, on en est tous là. Hein. Mais voilà, bon, il vaut mieux garder les beaux jeunes hommes. Alors, donc, François Magendie, il a été médecin de l'Hôtel Dieu, donc il avait la double casquette. Il était médecin à l'hôpital, il avait un service. Il était aussi physiologiste au Collège de France, puisqu'il aura la chaire de médecine du Collège de France. Et il est connu pour avoir combattu le vitalisme, pour avoir transformé la physiologie en une science expérimentale. Alors ça vous, tout de suite, vous pensez à Claude Bernard, qui sera son élève et qui va développer encore plus et théoriser la médecine expérimentale. Donc il était pour l'expérimentation animale et déjà il pratiquait abondamment la vivisection. Donc Claude Bernard sera dans la suite de Magendie. Et d'ailleurs, Claude Bernard dira lui-même, Magendie a droit à notre admiration et à la reconnaissance de la postérité pour l'influence immense et salutaire qu'il exerça pendant plus de 40 ans dans les sciences médicales. Alors, pour vous donner une petite idée, par exemple, deux noms qui sont assez connus, comme Jules Marais et Louis Ranvier. Jules Marais avait une chaire au Collège de France, mais ce n'était pas la chaire de médecine, c'était la chaire d'histoire naturelle des corps organisés. Et d'ailleurs, j'ai appris que, par exemple, il n'avait pas de laboratoire, Jules Marais, au Collège de France. Toutes les chaires n'avaient pas un laboratoire comme Aura, bien sûr, avait Magendie et Claude Bernard ensuite. Louis Ranvier avait la chaire d'anatomie générale. Donc ils faisaient tous les deux, ils ont fait tous les deux de l'expérimentation, de la physiologie, mais ils étaient dans des chaires différentes. Alors, Claude Bernard au Collège de France, c'est 37 ans d'activité de sa vie. Donc c'est important puisqu'il est mort quand même jeune. Claude Bernard est mort, il n'avait pas 64 ans. Donc 37 ans d'activité, puisqu'il a commencé par être stagiaire de Magendie, bien sûr, et ça c'est quelques mois, début 1840, début 1841, avant que Magendie le prenne comme préparateur, et là c'était un état, il a été un état officiel, on va dire, préparateur, c'était un titre, et puis ensuite il est devenu professeur suppléant de Magendie, et ensuite il deviendra, à la mort de Magendie, professeur de la chaire de médecine. Alors, pour ne pas y revenir, je vous dis quelques mots de ce qui s'est passé après Claude Bernard. À la suite de Claude Bernard, vous avez la liste de tous les professeurs de la chaire de médecine. Braun-Séquard, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, qui était son successeur. Arsène d'Arsonval, Charles Nicolle, qui a eu le prix Nobel en 1928. René Loriche, Antoine Lacassagne. Alors Antoine Lacassagne, c'était un Lyonnais d'origine, puisqu'il était le fils du grand Alexandre Lacassagne, vous savez, le père de la médecine légale. Et il avait d'abord été au Collège de France à la chaire de radiation expérimentale, avant de prendre la chaire de médecine. Et là, il a changé l'intitulé, en hommage à Claude Bernard, il l'a intitulé la chaire de médecine expérimentale. Avant, c'était une chaire de médecine. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il pouvait y avoir à l'époque, avant, plusieurs chaires de médecine en même temps. Il y a eu jusqu'à 4 chaires. Donc quand on voit les différents, on voit parfois des chevauchements parce qu'il y avait plusieurs chaires en même temps.
Après la Cassagne, donc 1951, Charles Oberling, bien oublié, Bernard Alpern, qui était assez important, Jean Dosset, qui a eu aussi le prix Nobel en 1980, donc très important, Pierre Corvol ensuite a succédé à Jean Dosset, et Alain Fischer a succédé à Pierre Corvol, jusqu'en 2020. Ce qui veut dire que depuis 6 ans, la chaire est vacante. Donc s'il y a des amateurs, vous pouvez candidater pour prendre la chaire de médecine expérimentale. En face du Collège de France, vous avez une plaque pour nous dire que Jean Dosset a vécu dans cet appartement, c'est juste en face du collège. Et puis là, juste à côté, c'est au 40, je crois, et au 44, vous avez l'adresse où avait habité Claude Bernard pendant toute la fin de sa vie. Ce que j'ai vu récemment, par hasard, j'ai découvert que le 30 novembre de l'année passée, il y a eu, au journal officiel, il y avait une annonce de candidature nouvelle. Donc la chaire est toujours, il y a toujours une candidature officielle, et cette candidature devait se terminer le 30 décembre. Donc je ne sais pas si depuis le 30 décembre, il y a eu des candidats. En tout cas, on saura s'il y a un nouveau professeur dans la chaire de médecine expérimentale. En tout cas, depuis 6 ans, il n'y a personne. Alors, c'est intéressant de savoir que Pierre Corvol et Alain Fischer étaient venus il y a 2 ans, je crois, ici même, nous faire une conférence à Villefranche. Bien, Claude Bernard au Collège de France. Tout d'abord, la première étape, c'est quand il est préparateur. Je ne parle pas de stagiaire, ça n'a pas de grande importance, mais officiellement, il a un poste, il est préparateur entre 41 et 47. Alors, pour vous rappeler qu'il a, pendant cette période, juste un peu avant, il s'était inscrit en médecine en 1834. Alors, à l'époque, ça durait 4 ans, 5 examens, et son premier examen, il va le passer le 23 novembre 1935, et le dernier, le 5e, il va le passer en 1943. Alors, vous voyez qu'il a prolongé beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il a été externe des hôpitaux en 1937, puis interne des hôpitaux, ce qui fait qu'il a décalé un peu les derniers examens. Il a été externe notamment du professeur Chomel à Paris, du Rayer, qui était un de ses maîtres, et puis il a été interne des professeurs Velpeau, Rayer, Maisonneuve, Falleret, qui était un psychiatre, enfin on dirait aujourd'hui un psychiatre à la Salpêtrière, neuropsychiatre, et donc il a été interne de Magendie. Et c'est comme cela que Magendie avait remarqué que Claude Bernard était un très habile manipulateur et opérateur, et c'est comme ça qu'il lui a dit un jour de venir travailler au Collège de France. Auparavant, il avait travaillé avec un anatomiste qui s'appelait Bourgerie, qui a fait le plus bel atlas d'anatomie du 19e siècle, avec des planches extraordinaires. Et pour faire ces planches, dessinées par Jacob, il fallait pour faire des préparations anatomiques, et Claude Bernard y avait participé. Son premier article scientifique, eh bien, vous voyez, il date de 1943, c'est-à-dire qu'il était déjà préparateur, il a commencé à travailler, faire des expériences, et c'est un article qui a été extrêmement remarqué. Et dans la foulée, il devient docteur en médecine le 7 décembre 1943, avec un autre travail de recherche sur le suc gastrique et la digestion. Et c'est un travail également de 34 pages, dont vous voyez la page de titre, malgré qu'elle faisait que 24 pages, cette thèse. Hein. Alors, ça fait rêver quand on voit ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais c'était 24 pages avec des découvertes déjà extrêmement intéressantes et novatrices. Donc il est toujours préparateur de Magendie, il va essayer le concours d'agrégation en médecine. Le 20 août 1944, il va échouer. Vous avez sa thèse à côté d'agrégation. Et à partir de là, il va se détourner vraiment de la médecine pratique pour se réfugier uniquement dans la recherche et dans la physiologie. Alors avec Magendie, ça ne se passe pas très bien. Magendie est un peu rude, il n'est pas très aimable, ils vont un petit peu se disputer. À un moment donné, Claude Bernard démissionne parce qu'il ne supporte plus Magendie. Il va même tenter d'organiser un cours privé à Paris, mais ça ne marchera pas, avec son ami le docteur Lazègue, Charles Lazègue,
qui est un nom qui est connu encore en médecine. Et ils vont avoir beaucoup de difficultés pour faire de l'expérimentation dans le privé. Ça se passe mal, il y a des épisodes assez intéressants, mais peu importe. Et finalement, il va être sauvé, si je puis dire, par un mariage tout à fait factice, puisque en fait, ses amis lui proposent une dot, et une dot, c'est toujours bon à prendre. Donc Fanny Martin, qui s'appelait en fait Marie-Françoise, mais dite Fanny, Martin, donc, qui n'est plus très jeune, qui a un père assez fortuné, médecin, et cette dot va être vraiment la bienvenue pour qu'il puisse continuer ses travaux de recherche qui vont lui permettre de vivre en même temps. Donc dans cette grande période où il est préparateur, vous voyez, entre, on va dire 43, parce que 41 c'était vraiment le tout début où il était stagiaire, 43 et 47, il va donc écrire et soutenir 2 thèses, et j'ai calculé, il a écrit 18 articles de recherche. Il n'est que préparateur. Alors maintenant, il est nommé professeur suppléant de Magendie. C'est Magendie qui va agir pour qu'il ait ce poste. Donc il est suppléant. Et là, c'est une période qui va durer de 47 à 55, sachant que dès 1852, Magendie ne fait plus rien. Il est fatigué, il se retire, il lui laisse tout le travail. Donc c'est Claude Bernard qui fait tout le travail entre 51, 52 et 55. Bref, il est nommé suppléant en décembre 47. La semaine d'après, il est amené à faire le cours du semestre d'hiver de physiologie expérimentale. Et ce cours va avoir lieu, vous voyez, du 14 décembre, tout de suite, dès qu'il est nommé, c'est lui qui fait le cours, jusqu'au 17 avril 46. Et là, ce n'est pas 10 heures de cours par an, c'était déjà 46 leçons d'au moins 2 heures, donc vous voyez que ce n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ces leçons, ces premières leçons, c'est ces premières leçons en tant que suppléant, dans ces leçons, on voit déjà les sujets. Et ce seront tous les sujets qu'il va continuer à étudier ensuite pendant près de 40 ans. C'est-à-dire la digestion, les urines, le curare déjà, la physiologie de la circulation, la composition du sang, la physiologie du système nerveux, les poisons. Donc tous les sujets déjà sont déjà présents dans ce premier travail. Alors comment connaît-on ce premier travail, puisque là c'était en 47, ça n'a jamais été publié? Eh bien, fort heureusement et vraiment par hasard, il existe un livre que vous avez ici, qui est un livre qui a été publié à Montevideo. Curieux, et pourquoi? Eh bien parce que c'est un étudiant uruguayen qui était à Paris, qui s'appelait Villardebo, qui a suivi ce cours de Claude Bernard et l'a noté, transcrit en détail, et ce manuscrit a été retrouvé dans les années 1987. Ce médecin Villardebo est devenu le premier médecin d'Uruguay, bien sûr. Il a soutenu 2 thèses à Paris, une de chirurgie, une de médecine. Et ce livre a été publié en 1989 à Montevideo. Alors autant vous dire qu'il n'est pas très facile à trouver en France. Et j'ai réussi à en faire venir un d'Uruguay par un correspondant de l'académie qui est uruguayen, donc c'est formidable, et qui en a trouvé un, et il me l'a envoyé. Donc c'est formidable. Voilà, alors donc c'est très intéressant d'avoir ce document qui est quand même unique. Je vous ai dit, 1852, Magendie est fatigué, Claude Bernard doit faire tous les cours. Ça n'empêche pas quand même de soutenir en 1953 une thèse de sciences naturelles à la faculté des sciences, et avec cette thèse, ça va lui permettre d'obtenir la chaire de physiologie générale à la faculté des sciences. Donc Claude Bernard est professeur suppléant au Collège de France, mais il devient professeur de la chaire de physiologie à la faculté des sciences, qui à l'époque était à la Sorbonne. Il devient membre de l'Académie des sciences. Alors, pour résumer cette période de suppléance, 48-55, une thèse, encore une, ça fait la 3e, 78 articles de recherche publiés. Magendie décède le 7 octobre 1955 et dès le 19 décembre, un décret impérial le nomme professeur de la chaire de médecine au Collège de France.
Sa leçon d'ouverture, il la fera le 29 février de l'année suivante, et c'est un hommage à son maître Magendie. Et il dira bien lui-même, Claude Bernard le dit, c'est à Magendie que revient la gloire d'avoir promu la méthode expérimentale dans les sciences médicales. Donc, on dit souvent que c'est Claude Bernard qui a inventé la méthode expérimentale. C'est évidemment faux, elle a existé bien avant. Mais déjà, Magendie avait préparé le terrain et lui a évidemment amplifié cette méthode expérimentale et l'a théorisé, ce que n'avait pas fait Magendie. D'ailleurs, les deux n'avaient pas tout à fait la même conception de la médecine expérimentale. Donc, Claude Bernard, donc il dit aussi que Magendie promouvait la vivisection comme une méthode indispensable. Et Claude Bernard dit, cela a permis d'habituer le public à l'idée de la nécessité scientifique des expérimentations sur les animaux vivants. Vous savez que c'est ce qu'on reproche le plus à Claude Bernard, c'est d'avoir fait de la vivisection. Eh bien, il va passer son temps à légitimer cette vivisection au profit de la connaissance et surtout des conséquences que ça pouvait avoir sur les humains. Donc cette période de 55 à 78, 78 c'est jusqu'à sa mort, hein, 12 ouvrages et plus de 100 articles. Alors, au musée Claude Bernard, ici même, il existe cette enveloppe avec un très beau sceau du Collège de France de nomination de professeurs au Collège de France adressée à M. Claude Bernard. Malheureusement, l'enveloppe est vide et on n'a pas la lettre. On ne peut pas tout avoir. En fait, les gens n'ont pas gardé la lettre, ils ont gardé le sceau. Bon. Alors, si vous allez au Collège de France, qui est très intéressant, je vous le conseille de visiter, devant le bâtiment, sur la place qui s'appelle aujourd'hui Marcelin Berthelot, un petit peu en avant de la rue des Écoles, vous avez ici, vous voyez, cette plaque, c'est celle-là, de 47 à 78, Claude Bernard, professeur de médecine au Collège de France, a travaillé dans ce laboratoire. C'est marqué là, sous la fenêtre. Alors regardez quand même ces petits soupirails que je vous montre ici, un peu plus gros plan, là c'est sur la rue Saint-Jacques, qui sont présents. Donc quand on voit ça, on dit, ben voilà, il travaillait là, quoi, là derrière. Et quand vous y allez et que vous vous dites, ben voilà, on aimerait bien savoir qu'est devenu son laboratoire, où est-ce qu'il travaillait, tu peux y aller. On vous dit, ben voilà, ce laboratoire, on l'appelait le caveau. Ça s'appelait le caveau. Donc on vous dit, on vous emmène voir les caves. On vous dit, ben voilà, c'est dans le caveau, ben voilà les caves qui sont sous ce bâtiment. Et ça, c'est les photos d'aujourd'hui que j'ai faites moi-même, bien sûr. Donc vous avez une très belle cave en pierre voûtée. J'aimerais bien avoir une belle cave comme ça pour mettre mon vin. Et vous avez, vous voyez, des grands soupirails. Et puis si vous regardez un peu au fond, vous avez un petit peu de lumière qui débouche sur la rue, ce que je viens de vous montrer, les soupirails que je viens de vous montrer. Donc vous dites bien que c'est totalement impossible. Déjà, à l'époque où il n'y avait pas de... Bon, maintenant il y a des néons, hein, mais à l'époque il n'y en avait pas. C'était impossible de travailler là-dedans. Donc ce qu'on appelle le caveau, c'est pas les caves. Et ça, c'est ce qu'on m'a montré quand je suis allé visiter le collège. Alors, les lieux, eh bien le caveau, si on regarde dans les textes, voilà ce que nous dit par exemple Darsonval. C'était une sorte de cave. Alors, une sorte de cave, ça ne veut pas dire que c'est une cave. Paul Bert, qui y a vécu, a dit une tanière obscure, humide, valventilée et insalubre, où sa constitution, pourtant très robuste, eut beaucoup à souffrir et à la longue s'altéra. Peut-être même y a-t-il contracté le germe de la maladie qui l'a emporté. Berthelot lui-même, qui la connaissait aussi, n'en doutait pas, a osé dire, elle a dévoré Bernard. Triste réduit, nous dit Barral, incommode et étroit, placé derrière l'amphithéâtre. Vous voyez déjà, s'il est derrière l'amphithéâtre, il n'est pas à la cave. Des cours de médecine du Collège de France. Donc c'est un triste réduit. Donc à force de parler de caves tout à fait insalubres, humides, sombres, mal ventilées, eh bien aujourd'hui on en était amené à croire que c'était la cave. Alors que la chaire de Claude Bernard comportait en fait un laboratoire, bien sûr, et ça récemment sur des documents que j'ai trouvés au Collège de France, j'ai vu que l'architecte avait noté, on voit qu'il y avait 2 salles en fait. Alors c'était pas très grand, hein, 56 mètres carrés et 20 mètres carrés, c'est pas grand. Mais voilà
la superficie du laboratoire. Il avait un amphithéâtre, par contre, qui était très grand. Il faisait 143 mètres carrés, mais c'était des bancs en bois, et on entassait des étudiants, et on dit qu'il pouvait y avoir jusqu'à 140, oui, je n'ai plus le chiffre en tête, mais en gros, c'était de l'ordre de 300-400 personnes pouvaient s'entasser là-dedans. Donc c'était un grand amphithéâtre qui prenait les 2 étages, hein. Et puis un bureau-cabinet, donc, qui était également son cabinet, son bureau, si vous voulez. Voilà en quoi consistait la chaire. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? On va commencer par le laboratoire. Le laboratoire, on sait qu'il était contigu à l'amphithéâtre au rez-de-chaussée, mais non pas à la cave. Alors, qu'est-ce qui reste de ce laboratoire? On va voir. J'ai trouvé un article de 1960, américain, qui nous parle de cette table de dissection que Claude Bernard avait, qui était celle de Magendie, puis après celle de Claude Bernard, et qu'il avait offert lui-même en 1861 à un Américain venu le voir à Paris. Alors évidemment, si l'Américain n'avait pas reçu cette table et l'avait pas lui emportée aux États-Unis, elle n'existerait plus, hein, certainement. Eh bien, lui, il l'a emportée, hein, parce que c'était une table historique, et elle se trouve aujourd'hui, paraît-il, je ne sais pas, je n'ai pas visité, à Washington, dans un musée médical des forces armées. Donc, si vous allez à Washington, dans cet institut de pathologie des forces armées, vous pouvez voir cette petite table qui n'était pas très grande, puisqu'elle faisait à peu près 1 mètre de long, pas plus, et c'était la première table de Claude Bernard. Voilà. Voilà ce qui reste comme grande pièce de sa... Enfin, pas tout à fait, il y en a encore. Vas-y. Alors, le fameux tableau de Léon l'Hermite, vous savez, dont on a parlé à Lyon récemment avec Rémi, c'était le grand tableau de l'Hermite qui se trouve aujourd'hui à l'Académie de médecine, qui est la leçon de Claude Bernard, où il y a tous les élèves, et qui nous donne probablement aujourd'hui le meilleur aperçu de ce qui était le laboratoire de Claude Bernard à l'époque. Alors, si on continue un petit peu ce qu'on peut trouver, ben, j'ai trouvé un article dans l'Illustration de 1935. Alors, il y aura 2 photos. Celle-ci, c'est la première. Et celle-ci, c'est, d'après la photo d'illustration, c'était encore en état en 1935. Hein. Depuis, tout a été démoli, changé, transformé. Mais là, en 1935, il y avait encore un laboratoire. Parce qu'après, ce laboratoire est devenu celui de Braun-Séquard. Après, il est devenu celui de Darsenval. Et Darsenval était encore vivant à cette époque. Donc voilà un coin du laboratoire. Et là, je vous demande de regarder juste cette grande table, grand bureau, table, qui était dans le laboratoire. Et là, on nous dit, ben, c'est le fauteuil de Claude Bernard. Donc c'était dans un coin du laboratoire, comme il y avait 2 pièces, peut-être que c'était la petite pièce. Et puis on a cette photo qui est appelée le laboratoire de Claude Bernard, qui date du début 20e, de Albert Harling, où le laboratoire n'existait plus, était enfin en désuétude. Et on voit ce qu'il en restait. Alors comme vous voyez, il y avait quand même de la lumière, hein, il y avait quand même des verrières, et c'était pas le caveau. Alors, comment décrit-on ce laboratoire? Eh bien, Darsenval nous écrit « L'ambiance était souvent souriante. Claude Bernard aimant les beaux mots, voire les calembours, les taquineries aimables avec ses élèves. Certains jours, certaines heures étaient réservés aux visites. On est étonné d'apprendre que ce caveau devenait presque alors un salon scientifique ou littéraire. Et puis, après les séances de l'académie, alors quand il était académicien des 3 académies, hein, Claude Bernard. Donc le lundi, il allait à l'Académie des sciences, le mardi, c'était à l'Académie de médecine, et le jeudi, à l'Académie française. Il arrivait accompagné des collègues académiciens. Et vous allez voir tous ces gens qui vont venir visiter son laboratoire. Alors, on peut trouver dans les livres des textes, des choses. Par exemple, on sait que beaucoup de gens, quand il a fait les expériences sur le sucre, qui étaient des expériences extrêmement novatrices, et les gens du monde entier venaient le voir. Entre 1944 et 1947, on lui demandait de refaire ses expériences sur le sucre. Alors les Français, ben, on sait que Rayer, Andral, D'Arembert, Dumas, Dumas c'est le chimiste, Orfila, Désir, Bretonneau, Trousseau sont venus voir Claude Bernard dans son laboratoire, mais les étrangers aussi,
comme Boyd, Mandel, Mitscherlich, Mianowski. Il y avait des visiteurs habitués, puis il y avait des occasionnels. Alors, selon toujours Arsène d'Arsonval, on sait que Victor Hugo est venu le visiter dans le laboratoire. Alexandre Dumas, fils, qui s'intéressait beaucoup au poison. Peut-être que ça pouvait lui donner des idées, peut-être, pour ses romans. Alors, les collègues du collège venaient constamment le voir, Laboulet, alors les assidus, Renan, Ernest Renan, qui était vraiment un ami à lui, Berthelot, le chimiste, le physicien Victor Regnault, le mathématicien Hermite, le fameux Marais, Jules Marais, les chimistes Ballard, Dumas, Boussingault, Henri Sainte-Claire-Deville, Balbiani, Henegui venaient régulièrement. Il y avait aussi des professeurs de l'école normale, Deville. Alors Deville, c'est le frère du premier, là, qui est en dessus. Cailletet, Pasteur, Chamberlain venaient le voir à son laboratoire. Les gens de la Sorbonne, alors les philosophes, Paul Janet, mais également Paul Bert, qui avait succédé à Claude Bernard à la chaire de médecine, de physiologie. Ranvier, qui était à la Sorbonne, il venait régulièrement. Le muséum venait avec Chevreul, Becquerel, Perrier, l'Émile Nedwards, il y en a deux. Les médecins extérieurs au collège, également. Casimir Daven, qui était un de ses amis, Lazeg, c'était un de ses amis, Tripier, Dubontpalier, Malassez, des élèves. Des hommes d'église venaient, comme le père Didon, des hommes de droit, on va en reparler, des hommes de droit comme Émile Alglave, des savants étrangers, des Russes, le prince Tartchanov, Mendelssohn, Élie de Sion, etc., etc. Alors, après le laboratoire, l'amphithéâtre. Cet amphithéâtre, c'était, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas le chiffre en tête, mais on dit qu'il pouvait compter jusqu'à 600 auditeurs, ce qui est énorme. Hein. Mais ce n'était pas des fauteuils, hein, c'était des bancs et on s'entassait. Donc c'était un grand amphithéâtre assez carré, d'aspect élégant, nous dit-on. Alors, heureusement, on a des étrangers qui sont venus puis qui ont raconté ce qu'ils ont vu. Par exemple, Benjamin Ball, dans une lettre, décrit le grand amphithéâtre. Il dit « Le plafond s'ornait de 4 fresques représentant Hippocrate, Aristote, Buffon et Linné. » On aimerait bien voir ces fresques, mais on ne les verra pas. La pièce présentait pourtant un sérieux défaut. La lumière venait d'en haut, donc il y avait sûrement une verrière un petit peu en haut, et il n'y avait que ça comme lumière. Hein. Donc la tête du professeur faisait une ombre juste sur la table où se trouvait le matériel de démonstration. C'était pas épatant. Voilà. Et Ball mentionne la table d'expérience qui allait servir à Sechenov pour son travail. Il précise qu'elle mesurait environ 10 à 12 pieds de long. Donc c'était déjà une grande table, celle qu'on a vue dans le laboratoire. À côté de l'amphithéâtre, il y avait selon Ball, non une, mais 2 petites salles de travail. Ça confirme ce que je vous ai dit. L'une, c'est celle dont parle le Russe, Sechenov dans ses mémoires, contenait une grande table avec des perforations permettant d'attacher l'animal. L'autre salle ressemblait à une officine de chimiste. Un escalier en pierre menait dans les caves. Ben évidemment, il y avait quand même les caves dessous, et on mettait quoi? Les cages des animaux dans la cave. Donc, c'était des caves obscures, ça on les a vues, humides, certainement, renfermant les cages et les bassins avec les animaux vivants. Bon, on ne peut pas dire qu'ils étaient très, très bien choyés, mais enfin, c'était comme ça. La partie du collège où enseignait et travaillait Claude Bernard était toujours, d'après Bell, relativement moderne, mais néanmoins mal adaptée aux besoins et trop exiguë. En achevant sa lettre, Ball précise que les visiteurs de ces lieux se posaient la question de savoir comment le professeur, ses assistants et ses disciples pouvaient se mouvoir librement dans des endroits aussi exigus. Alors là aussi, dans l'amphithéâtre, eh bien, il y a des visiteurs très particuliers, qu'il reconnaît ou pas, des anecdotes aussi un peu particulières. Alors on sait qu'il y a eu des occasionnels, par exemple, on sait que le prince de Galles est venu assister à une conférence de Claude Bernard, enfin un cours, hein. Quand je dis conférence, c'était des cours. Le prince de Galles, le comte de Paris, l'empereur du Brésil, Pedro II, est venu. Il faut rappeler que l'empereur du Brésil, Pedro II, c'était à lui que c'était adressé, à qui s'était adressé Pasteur pour lui demander des condamnés à mort pour faire quelques expériences. Et le Pedro avait refusé. L'empereur avait refusé. C'est le même. Donc il était très impressionné par les savants, et très impressionné par Claude Bernard. Un jour, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un jour, il reconnaît, parmi les visiteurs, sur les bancs, il reconnaît
Victor Considérant. Vous savez, Victor Considérant, c'est le fouriériste important qui était allé aux États-Unis pour fonder un phalanstère. Enfin bon, c'était quelqu'un d'important, très considéré par les fourriéristes. Et avec son épouse, qui avait une voile, et il dit Madame Considérant, elle a dû être très très belle quand elle était très jeune. Hein. Voilà, donc il reconnaît. Alors c'est curieux, cette petite anecdote, je l'ai signalée à des fourriéristes. Aujourd'hui, il y a des associations fourriéristes très actives. Ils ne connaissaient absolument pas cette anecdote, donc je leur ai fourni la lettre, enfin une copie de la lettre, parce que Victor Considérant, c'est un personnage qui est bien apprécié par eux. Et puis, il y avait des habitués, bien sûr. Alors, parmi eux, on peut dire Pasteur qui a suivi des cours de Claude Bernard. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y avait ce fameux Père Didon, je vous ai mis en bas, là, le Père Didon, donc, qui était un dominicain, qui a suivi pendant plus d'1 an les cours de Claude Bernard et qui, ensuite, est devenu un petit peu ami sur la fin de sa vie et qui aurait, dit-on, aurait été son confesseur à la fin de sa vie, mais ça, c'est pas prouvé. Et puis Marie Raffalovich, la célèbre Marie Raffalovich, qui était une femme admirable, une femme de lettres, une artiste, il y a un Chojeki nous dit, elle a passé 15 ans de sa vie au laboratoire de Claude Bernard, sans faire parade de sa science, peut-être comptée parmi les plus forts physiologistes de l'époque. Au total, une des femmes les plus intéressantes, voire même les plus extraordinaires que j'ai rencontrées. Et c'était donc cette égérie, et le tableau se trouve au musée, là, bien sûr. Le tableau de Jean-Jacques Hanner. Alors, un article anonyme paru dans la revue Le Temps, en 99, donc après la mort de Claude Bernard, bien sûr, nous dit « Le cours de Claude Bernard est un de mes bons souvenirs de jeunesse. Je l'ai suivi assidûment pendant 1 année. D'autres études m'attiraient déjà et avaient fixé mon choix, mais il m'eût semblé absurde et presque criminel pouvant voir de mes yeux, entendre de mes oreilles un tel maître de n'en pas profiter. Ce n'étaient pas des leçons de physiologie que j'allais lui demander, c'était des leçons de méthode et d'esprit scientifique applicables à tous les ordres de recherche. Nul à cette date n'était plus capable que Claude Bernard d'offrir ces leçons, du moins parmi les maîtres dont l'enseignement était public. J'ai gardé les notes du cours que j'ai suivi et quand je les relis, il me semble être encore dans le vieil amphithéâtre où ce cours fut professé. Je revois la salle se remplissant peu à peu par une grise matinée d'hiver. On apporte quelques appareils, un animal préparé, puis le professeur fait son entrée par une petite porte basse, avec quelques-uns des élèves qui travaillaient alors sous sa direction et qui sont aujourd'hui des maîtres. Il commence à parler, debout, et sa parole, merveilleuse de précision, de lucidité, de probité, agrandit toujours le sujet. Ce n'est pas la science seulement qu'il nous apporte, c'est la philosophie de la science et l'histoire de la science. Très beau passage, je trouve. Malheureusement anonyme. On aimerait bien savoir qui était cette personne. Alors, parmi les anecdotes dans l'amphithéâtre, il y a les étudiantes. Bah oui, il y avait quand même pas mal d'étudiantes. Il n'y avait pas que des étudiants. Les étudiants, d'abord, ils n'en parlent pas. Hein. Par contre, les étudiantes, ils en parlent. Il y en avait une fameuse qu'il appelait la pervenche aux yeux bleus. Alors, la pervenche aux yeux bleus, il l'avait nommée comme ça, et puis de temps en temps, il en parlait, parce que elle devait l'impressionner. Et d'ailleurs, cette fameuse pervenche est venue un jour lui rendre visite ici, à Saint-Julien. Bon, elle n'est pas venue seule, hein, elle est venue avec sa sœur et ses neveux. Hein. Mais elle est venue lui rendre visite, donc elle devait être dans le... Alors, je cite Claude Bernard toujours. Hein. J'ai toujours mes 3 dames fidèles. La vieille à lunettes, la belle anglaise qui aujourd'hui était splendide comme le temps, et l'espagnole échevelée comme toujours. Voilà, les descriptions de Claude Bernard. 2 jeunes filles, enfants charmants de 17 à 18 ans, qui se placent tout à côté de moi et qui prennent des notes avec acharnement. Leur physionomie intelligente et éveillée a néanmoins quelque chose de rêveur qui plaît infiniment. Je m'imagine que tout en prenant des notes sur ce qu'elles entendent, elles pensent à toute autre chose. Il fallait oser. Une doctoresse russe était à ma gauche, resplendissante, avec une robe bleue de ciel et des cheveux blonds ondoyants sur les épaules. Elle avait l'air d'un ange. Il aime beaucoup les jeunes filles. Hein. À ma droite se tenait une autre jeune femme, brune, éblouissante de beauté.
Et puis alors, le nec plus ultra. Situé quelques gradins au-dessus, cette dame laissait voir un pied charmant, artistement chaussé et orné du côté gauche, côté du cœur, d'un bracelet formé de magnifiques pierres précieuses et serré au-dessus de la malléole. J'avoue que ce bracelet que je voyais pour la première fois dans ce lieu m'a suffoqué. Mon esprit ne pouvait s'en distraire. Je me demandais pourquoi il était là et pas ailleurs. Malgré moi, je faisais toutes sortes d'hypothèses et je prenais la horte pour la carotide. Il est en train de travailler sur un animal. Et comme mon langage troublé ne pouvait avouer la cause de ma distraction, j'en ai accusé le maudit rhume qui, à chaque instant, me forçait de tousser, de me moucher. Voilà, fixation sur un bracelet de cheville. C'est incroyable. Hein. Alors, il y a des étudiants, très peu, vous voyez, par rapport aux étudiantes. Un jour, il y a un jeune musulman, arrive de Constantinople. Alors, on sait que voilà. Bon, c'est pas un étudiant normal, hein, il vient de loin quand même pour suivre son cours. Une autre fois, il dit, mais j'ai été surpris à la vue de 3 dominicains en costume, qui étaient égarés sans doute, mais qui cependant sont restés immobiles du commencement à la fin. Et il y avait le père Didon dans ces 3. Alors une fois, pendant qu'il est en train de faire son cours, on va dire, il va faire une découverte en direct. Alors c'est intéressant de voir ça, parce que c'est incroyable. C'est la science en train de se faire, c'est ça. J'ai fini mon cours aujourd'hui au milieu d'une grande affluence. J'ai fait une découverte selon-stonnante. Ça a été le mot de la fin, comme dirait un journaliste, et mon éditoire en a été très satisfait. Quant à vous, chers collaborateurs, cela ne vous surprendra pas. Il parle à Madame Rafalovic, hein, il l'appelle collaborateur. Chers collaborateurs, cela ne vous surprendra pas parce que vous êtes au courant de mes idées. Depuis longtemps, je poursuis, comme vous le savez, la recherche du mécanisme de la disparition de l'oxyde de carbone dans l'empoisonnement par cette substance. L'idée m'est venue, au milieu de mon cours, que cela pouvait être dans le travail de la contraction musculaire que l'oxyde de carbone se transforme en acide carbonique. J'ai déduit toutes les raisons de ma théorie préconçue et ses conséquences. Puis j'ai dit, je n'ai jamais fait l'expérience, nous allons la tenter devant vous et vous assisterez au démenti ou à la confirmation que la nature va donner à ma conception. L'expérience a parfaitement réussi. Le public et moi ont été enchantés de notre succès. J'irai la semaine prochaine au Jardin des Plantes, varier les expériences, et si la vérification se poursuit, et toujours faire plusieurs fois l'expérience, vérifier, toujours vérifier que la première impression était bonne. Si la vérification se poursuit dans tous les détails, comme je l'espère, je serai arrivé à la fin de cette question que j'ai commencé à étudier depuis plus de 20 ans. J'aurai tous les éléments du problème, et ce sera une question close. Ce n'est pas tous les jours qu'on en fait autant. Aussi vais-je me reposer quelques jours. Alors, la troisième partie, après le laboratoire et l'amphithéâtre, eh bien, il y a le cabinet ou bureau de Claude Bernard, vous savez, une petite pièce. Alors quand vous allez au Collège de France, et notamment j'avais été guidé quand même par Pierre Corvol, c'est pas rien, que vous voyez là devant le bureau dit de Claude Bernard, parce qu'il m'a dit, Pierre Corvol, eh bien, la première chose, quand je suis arrivé à la chaire de médecine, la première chose qu'on m'a dit, c'est que le bureau de Claude Bernard, c'est celui-là, il est aujourd'hui dans une pièce avant l'amphithéâtre, une salle des professeurs, si vous voulez, avant l'amphithéâtre, où arrive le professeur, il prépare son cours, etc. Et on m'a dit, c'est le bureau de Claude Bernard. Et effectivement, le bureau que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'était pas le bureau, vraiment le bureau de Claude Bernard, parce que vous allez voir à côté, c'était à mon avis une grande table, un grand bureau, mais qui était dans le laboratoire de Claude Bernard. On le voit sur la première photo que je vous ai montrée. Et si vous regardez ici, là c'est une photo de l'illustration de 1935, qui nous montre son cabinet au premier étage, où sera installé le reliquaire. Donc il y avait à cette époque une ébauche d'un premier musée, un petit reliquaire des pièces de Claude Bernard, sachant que tout ça a disparu depuis, donc le reliquaire, il a été quand même assez bref. Mais vous voyez que là, on a un petit bureau, peut-être deux, mais c'est pas celui-là. Celui-là, à mon avis, il était dans le laboratoire. Alors, on a ici les trois éléments qui nous montrent ces cours ou leçons. Le
Le premier, c'est son premier livre, qui est Les leçons de physiologie expérimentale appliquées à la médecine faites au Collège de France. Et Claude Bernard est professeur suppléant encore. C'est son premier livre, et c'est le cours du semestre d'hiver 54-55, paru en 55. L'année suivante, en fin d'année, il est nommé professeur titulaire. Voici l'affiche de son cours pour le premier trimestre 56, et le cours commencera le 29 février, je vous ai parlé tout à l'heure de sa leçon inaugurale, à 1h. Alors les cours, vous verrez, c'est très curieux, c'est parfois à midi et demi, parfois 1h. Voilà. Il traitera des effets des substances toxiques et médicamenteuses. Et à droite, vous voyez le livre qui est paru un petit peu après, en 57, et Claude Bernard n'est plus suppléant, il est professeur de la chaire. Voilà, donc vous avez le premier livre de Claude Bernard comme suppléant, le premier livre ensuite de Claude Bernard compte comme titulaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous donner une idée des cours qu'il a professés, voilà, donc leçon inaugurale le 29 février 56. Vous voyez, c'est les mercredis et les vendredis à 1h. Parfois, c'est à midi et demi. Et parfois, le cours est suspendu. En général, parce qu'il est malade. Il est souvent malade, mais il est 2 fois suspendu. Vas-y. Cours suspendu en 66-67, cours suspendu en 67-68, cours suspendu en 70-71, mais là à cause de la guerre. Et puis vous voyez, parfois, c'est toujours le mercredi et le vendredi, mais on change un petit peu les horaires, le titre du cours change un peu. Et puis sa dernière leçon au Collège de France, il la fera le 28 décembre 77. Il est déjà très malade, c'est son dernier cours, et il va mourir à peine un mois et demi plus tard. Alors là, c'est un document que j'ai personnellement. C'est un petit billet qu'il a écrit lui-même, autographe, qu'il avait donné à l'appariteur pour mettre probablement à la porte de l'amphi. Pour cause d'indisposition, le cours de M. Claude Bernard est remis au mercredi 23 février prochain. Voilà, c'est un petit témoignage. Arrivons à ses recherches, parce que qu'est-ce qu'il a fait dans ce laboratoire? Il a fait des recherches. Alors, je vais aller très vite, mais quand même, on voit une pièce de laboratoire. Cette pièce, on voit un certain nombre d'instruments, une étuve, un gazomètre, un chalumeau, une cuve profonde à mercure, etc. Tout un tas d'instruments qui ont été certainement commandés avec le prix de matériel de laboratoire. Il demande même un myographe mobile sur chariot de M. Marais, ou un cardiographe, vous voyez, qui coûtait 200 francs, etc. À droite, c'est une page de manuscrit de Claude Bernard, où on voit qu'il notait ses expériences, et il faisait toujours des petits dessins d'animaux, voilà, un lapin, un rat. Vas-y. Alors, il faut quand même, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'il a trouvé, sur les sujets sur lesquels il a travaillé, et puis ses grandes découvertes, de manière très résumée, mais il a travaillé sur tous ces sujets. Je vous ai dit que dès le début, il avait travaillé sur la digestion. Eh bien, il a montré 2 choses importantes, c'est que le pancréas, on pensait à l'époque que c'était une glande salivaire du ventre. Le pancréas, ça ne servait pas à grand-chose. Il a montré que c'était une glande extraordinairement importante, puisqu'elle permettait la digestion des matières grasses. Il a démontré ce que c'était que le chyle. Il a parlé, il a inventé la notion de sécrétion interne, et il a inventé le concept de milieu intérieur. Donc il a dit, il y a une sécrétion dans l'organisme et il y a un milieu intérieur comme il existe un milieu extérieur. Et l'intérêt de ce milieu intérieur, c'est qu'il est fixe. Et la fixité du milieu intérieur, il dit que c'est la condition de la vie libre et indépendante, c'est-à-dire que toutes nos constantes sont justement assez fixes. La température, les taux de sucre, les taux d'urée, les taux de tout ce qu'on veut. Tout ça est relativement fixe. Et ça, c'est la condition d'une vie libre. C'est ce qu'on va appeler l'homéostasie, bien plus tard en 1926. Il a travaillé sur les fonctions nerveuses, notamment les fonctions
les nerfs sympathiques, les fonctions sympathiques. Il a travaillé sur les nerfs crâniens, les fonctions des nerfs sur les glandes. Il a beaucoup étudié le nerf grand sympathique. Alors à l'époque, on ne connaissait pas le système parasympathique. Hein. On ne l'appelait pas comme ça en tout cas. Donc c'était l'étude du nerf surtout grand sympathique. Et vous savez qu'il a décrit le syndrome de Claude Bernard Horner, qui est la conséquence de cela. Il a démontré que les nerfs agissaient sur les vaisseaux en les faisant ou s'ouvrir ou se fermer selon les besoins, et tout ça participant bien sûr à une régulation et donc à une fixité du milieu intérieur. Il a travaillé sur la chaleur animale. Il a montré que c'était le sang qui distribuait la chaleur dans toutes les parties du corps et qu'il y avait donc des nerfs vasculaires et calorifiques, des nerfs vasomoteurs, qui vont, soit en se dilatant, soit en se contractant, assurer finalement une bonne distribution du sang. Il a travaillé sur les poisons, vous savez, la strychnine, mais surtout le curare, et il a montré que les nerfs moteurs sont atteints dans l'empoisonnement par le curare, laissant la sensibilité intacte et les réflexes possibles. La paralysie des nerfs moteurs, c'est lui qui l'a démontré, se fait de la périphérie à la périphérie des nerfs, c'est-à-dire pratiquement à la jonction avec le muscle. Il n'ira pas plus loin puisqu'il va penser que cette paralysie remonte ensuite au centre nerveux, ce qui n'est pas vrai, mais bon, il finira par admettre que c'est bien pratiquement à la terminaison des nerfs auprès des muscles qu'a lieu cette paralysie. Et ça, c'était totalement inconnu à l'époque. Sur l'oxyde de carbone, il va complètement démontrer pourquoi on s'intoxique quand on respire de l'oxyde de carbone. Et à l'époque, Dieu sait si on s'intoxiquait et si on mourrait par empoisonnement. Eh bien, c'est lui qui va montrer pourquoi l'oxyde de carbone qui se fixe sur les globules sanguins, plus que l'oxygène, donc finalement empêche l'oxygène d'être efficace. Il va travailler sur les anesthésiques. Sur les anesthésies, il va démontrer les propriétés de l'opium. Il va montrer que le chloroforme a une action plus rapide, plus complète que l'éther. Et il va démontrer où agissent, selon lui, les anesthésiques sur le système nerveux, précisément sur les centres nerveux. Et cette théorie va être active et considérée comme juste pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Il va montrer aussi que l'anesthésie ne concerne pas que les animaux, mais aussi les végétaux. Ça, on ne se doutait pas. En fait, le but de Claude Bernard, c'était de montrer qu'il n'y avait que des êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux, il y avait une certaine similarité et on pouvait tout à fait endormir des graines ou des plantes de la même manière qu'on endort des animaux ou des humains. Et ça, c'était absolument pas connu. La recherche la plus importante, probablement, en tout cas à mon avis, c'est celle sur le foie et sur la fonction glycogénique du foie. Alors, la fonction glycogénique du foie, ça veut dire que le foie fabrique, met en réserve et réutilise le sucre en le mettant en réserve sous forme du glycogène. C'est lui qui va démontrer l'existence du glycogène, qui est la substance qui sert de réserve dans le foie. Donc le foie fabrique du sucre. Alors pendant longtemps après Claude Bernard, on a dit c'était pas très juste, finalement le foie ne fabrique pas tellement de sucre, on utilise les réserves, mais c'est pas le foie qui fabrique vraiment le sucre. Et en fait, on sait aujourd'hui que, au contraire de ce qu'on pensait, le sucre, bien sûr, le glycogène remet en circulation du sucre, mais que le foie lui-même, ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrication réelle du sucre par le foie, est finalement très importante et probablement plus importante que la glycogénèse. La néoglycogénèse, c'est la fabrication directement par le foie, alors que la glycogénèse, c'est finalement le fait que le foie transforme le sucre en glycogène et le glycogène se retransforme en sucre. Donc il montre que le sucre est un élément constant du sang. Et cette expérience, la fameuse expérience du foie lavé, dont vous avez entendu parler déjà plusieurs fois ici, qui va confirmer cette fonction glycogénique du foie, qui va mettre en évidence le glycogène.
Et il va démontrer, ce qui est peu connu, c'est que chez le fœtus, il existe une glycogénèse, mais elle n'est pas due au foie, mais au placenta. Il n'y a pas de foie chez le fœtus qui fabrique du sucre. C'est le placenta qui fait cette action, qui fait qu'on a une fabrication, une mise en réserve de sucre chez le foie, chez le fœtus, de la même manière. Ça, c'est pas très connu. Alors, voyons pour terminer la postérité de Claude Bernard au Collège de France. Qu'est-ce qu'il en reste? Alors, pour les lieux, je vous ai dit, il n'y a plus rien, parce que tout a été démoli. Peut-être le bureau qui reste, hein, le bureau du laboratoire. Quelques instruments de Claude Bernard restent. Et au Collège de France, on peut voir donc des instruments, dont la fameuse seringue, que vous voyez là en bas. Je n'arrive pas, ça n'a pas l'air de marcher, bon, peu importe. Elle est là, vous voyez la fameuse seringue, avec une aiguille extrêmement fine pour l'époque déjà, et ça permettait des injections. Vous imaginez qu'il injectait du curare dans l'artère fémorale d'une grenouille. C'est petit, hein. C'est petit, hein. Et il y arrivait. Voilà sa boîte à outils, si je puis dire, avec, vous voyez, ses initiales, CLB, sur le dessus. Vas-y. Oui. Et puis, voilà encore des instruments. Alors là, c'est Darsonval qui avait noté ces notes. Là. Instruments dont s'est servi Claude Bernard pour la découverte des nerfs vasomoteurs et la production du diabète expérimental. Vous voyez un certain nombre d'instruments. Et puis le microscope de Claude Bernard qui est complet et qui a été très bien conservé au Collège de France. Alors bien sûr, il y a aussi les manuscrits. Et Claude Bernard a laissé de nombreux manuscrits. Je vous montre les deux les plus célèbres. Hein. Les manuscrits de Claude Bernard, c'est 23 000 pages de manuscrits qui sont en ligne. Et ça, on le doit à Pierre Corvol, qui, quand il était administrateur du collège, a fait cette opération de numériser tous les manuscrits. Alors, c'est pas rien, en ligne, vous avez 23 000 pages. Donc, les deux plus célèbres, c'est le cahier rouge, vous voyez à gauche, qui est plutôt un cahier de notes, et puis, bien sûr, à droite, le manuscrit de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Ce n'est pas le manuscrit exactement qui correspond au livre, mais c'est sur pas mal d'années, je crois, c'est noté là, 1862, vous voyez, à 1877, c'est pratiquement jusqu'à sa vie, parce que l'introduction, c'était qu'une introduction de son traité. Le traité s'appelle Principe de médecine expérimentale. Seule l'introduction est parue, mais il notait régulièrement le plan, sa conception du livre, et ce livre donc comprend pas mal d'étapes. Il reste des portraits, des statues de Claude Bernard. Donc on a au Collège de France le très beau portrait de Mangin, qui est connu, hein, mais là vous avez l'original, qui se trouve dans une salle, grande salle d'assemblée des professeurs. Vous avez également ce beau buste à droite, qui est en bronze, et c'est exactement le même que vous avez dans la maison natale derrière, mais c'est une copie en plâtre qui est ici, alors que là, c'est l'original en bronze de Guillaume. Et Guillaume, c'est lui qui va aussi faire la statue qui est la première statue en bronze qui est devant le Collège de France. Vous avez cette statue. C'est une très belle statue qui a été faite par souscription, organisée par la Société de biologie. C'est donc Eugène Guillaume qui a fait la statue. Elle a été inaugurée donc en 86 en présence de Paul Bert, de Louis Pasteur, d'Ernest Renan, Marcelin Berthelot. L'inauguration a été très perturbée par la Ligue anti-vivisection, mais ça marche plus ça. Mais si vous regardez bien là, alors il faut une photographie de profil, parce que si on la voit toujours cette photo de face et on voit rien. Mais si vous regardez là, vous avez la tête d'un chien parce qu'il est sur la table. Là. Donc quand on voit cette photo de profil, c'est la seule où on voit qu'il y a un chien. Alors évidemment, on comprend que ça ne plaisait pas aux sociétés protectrices des animaux. Mais ce bronze a été fondu, il n'existe plus, il a été fondu pendant l'occupation en 1942. Donc ça n'existe plus.
Et aujourd'hui, donc, si vous allez devant le Collège de France, vous verrez cette belle statue également, mais différente, qui est en pierre, qui n'est plus en bronze. Elle a été remplacée assez vite à la Libération. Elle est signée Raymond Couveigne. Alors la différence, c'est que Claude Bernard a le bras droit, vous voyez, qui est replié, alors qu'avant il n'était pas. Et puis bien sûr, il n'y a plus de chien. Le chien a disparu. Alors au départ, il y avait une petite grille, vous avez vu, qui était autour de la statue. Et puis cette grille a été enlevée. Personne ne sait exactement quelle année, mais enfin bon, peu importe. Il n'y a plus de statue. Et évidemment, quand on arrive dans le Collège de France, ben on tombe sur Claude Bernard avant tout. Alors, je vous ai dit qu'en 1935, il y a eu une première ébauche, ce qu'ils ont appelé un reliquaire, dans l'ancien cabinet de Claude Bernard. Et à cette occasion, le manuscrit original de l'introduction a été offert par D'Arsonval. D'Arsonval avait été le légataire de tous les manuscrits de Claude Bernard. Tout cela n'existe plus, tout a été démoli. Alors on sait qu'au Collège de France, il y a eu quand même une exposition en 1975, Claude Bernard inconnu, donc vous voyez le portfolio de la conférence, avec un dessin qui est un dessin de Claude Bernard lui-même. Et puis, voilà, ça marche. Des commémorations au Collège de France. Il y a eu bien sûr le centenaire de sa naissance, 1913, centenaire de sa mort, 78, bicentenaire de sa naissance en 2013. 3 dates importantes de manifestations, de commémorations de Claude Bernard. Alors bien sûr, pour terminer, un petit peu vous faire sourire, quelques produits dérivés. Alors, vous voyez que des buvards, par exemple, vous trouvez des buvards Gringoire. Vous avez la statue de Claude Bernard, vous voyez qu'elle est bien, il y a bien les grilles, mais elle est déjà en pierre, bien sûr. Et puis, vous avez la statue avec, vous voyez, le tailleur Guédon à l'époque, on faisait des belles cartes publicitaires et on mettait la statue de Claude Bernard. Alors là, c'est la première. Hein. On voit bien, il y a le chien ici. Il y a même le portrait du sculpteur. C'est pas mal. Et puis j'ai trouvé récemment cette. Vous avez vu, c'est une carte publicitaire de l'hôtel Claude Bernard. Je ne connaissais pas. Et j'ai regardé sur Internet. Cet hôtel Claude Bernard qui est juste à côté du Collège de France, il fait qu'on ne le voit pas, parce qu'il est juste à côté. Il existe toujours, c'est un joli hôtel, et je me suis promis que la prochaine fois que j'irai à Paris, j'irai voir l'hôtel Claude Bernard, à côté du Collège de France. Incroyable. Et puis bien sûr, la statue, bah oui, il y a eu des manifestations parfois, et parfois c'est assez gentil, l'Institut agronomique à Paris s'est réuni autour, on a un peu monté sur Claude Bernard, mais c'était pas très grave. J'ai pas de photos malheureusement, mais je sais qu'en mai 68, il a été un peu peint différentes couleurs. Et puis la dernière que j'ai trouvée, c'était celle très récente, lors des manifestations contre les retraites. C'est tout récent. Et vous voyez, Macron démission, c'est vrai, il n'a pas eu le temps de finir, mais en tout cas, ils l'ont bien arrangé. Voilà, je vous remercie de votre attention, et comme je vous permets de vous donner un bon point, Claude Bernard, pour votre patience.